Cette seconde séance de ce cycle de conférences dédiées aux nouveaux métiers de l'avocat organisé par le Centre Perelman de philosophie du droit. Dans le cadre de cette deuxième séance, nous avons décidé de nous pencher sur un acteur essentiel un acteur essentiel que sont les global law firms. Ils prennent, comme nous l'avons vu la semaine dernière, une importance de plus en plus importante dans le paysage du marché du droit, ou en tout cas du marché des avocats. Et afin de vous donner une image la plus nette possible de ces global law firms, de ce terme générique, nous avons décidé de réunir un panel que je vous demande d'accueillir ici, donc de 4 personnes. Premièrement, Madame Cora Barche, qui est journaliste à titre principal. Elle a également étudié le droit européen et le droit international. Elle dirige et elle est rédactrice en chef du journal qui s'appelle Les Juristes Associés. Elle est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, tels que le guide des cabinets d'avocats d'affaires, le guide des cabinets d'audit et d'expertise comptable, le petit dictionnaire irrévérencieux et iconoclaste de l'avocat d'affaires, parmi d'autres. Et c'est une ancienne présidente du comité international de la Legal Marketing Association. Merci d'être parmi nous. Ensuite, Maître Patrick De Wolf, qui a fait des études de droit, qui s'est spécialisé en droit administratif à la VIB, en droit fiscal. Il est avocat au barreau de Bruxelles, spécialisé en droit des sociétés et en arbitrage international. Il est membre du cabinet De Wolf et Partners, dont il est un des membres fondateurs, comme vous pouvez vous imaginer, vu le nom. Il est également professeur de droit des sociétés et de droit commercial à l'UCL Mons. Il est, entre autres, chercheur au centre Jean Renaud de l'UCL. C'est un centre de recherche interdisciplinaire dédié au droit entreprise et société, auteur de nombreux articles et de publications scientifiques, principalement dans le domaine du droit des sociétés, et président de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Nous avons également le plaisir d'accueillir Maître Xavier Dieu, qui est, entre autres, docteur en droit, avocat également au barreau de Bruxelles, spécialisé en droit des sociétés et droit financier. Il est associé chez Willkie Farr Gallagher. Il est, vous le connaissez très bien pour un certain nombre d'entre vous, chers étudiants, professeur en droit des sociétés et en droit financier dans cette maison. Membre du Centre Perelman de philosophie du droit. Il est ancien titulaire du cours de théorie du droit à l'ULB et auteur de nombreux livres et nombreux articles. Je profite de l'occasion pour vous présenter le livre de Xavier Dieu, Droit, moral et marché, qui vient de sortir dans la collection Penser le droit chez Breuilant. Je vous en recommande chaleureusement sa lecture. Nous avons ensuite Christian Kremer, licencié en droit ici de l'ULB, qui a également fait un MBA à HEC, LSI et NYU. Il est avocat au barreau de Bruxelles et de Luxembourg, spécialisé quant à lui en droit bancaire et également financier. Associé gérant, ou plutôt managing partner, comme on dit maintenant, du cabinet Kremer Associés et Clifford Chance à Luxembourg. À Luxembourg, il est également très actif dans un certain nombre d'organisations professionnelles très importantes, telles la Commission de surveillance du secteur financier, la CSSF, ou l'Association bancaire luxembourgeoise. Il est également l'auteur de plusieurs publications. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ces global law firms que vous connaissez très très bien. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'abord que vous puissiez nous donner votre interprétation ou la signification que vous donneriez au mot global dans global law firm. Et donc peut-être que Madame Cora Barche pourrait commencer à nous donner ce qu'elle entend par le terme global dans global law firm. Évidemment, la technique suit, ce qui est toujours... Honneur aux dames, c'est ça? Absolument. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité à vous rejoindre aujourd'hui. Alors, comme on m'a présenté, effectivement, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, mais journaliste. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, je regarde ce qui se passe sur le marché global des professions de conseil, et en particulier des avocats, et en particulier des avocats d'affaires. Et les global law firms rentrent dans cette catégorie-là. Alors pour moi, une global law firm, c'est un cabinet intégré
qui est implanté dans les principaux centres financiers et sur tous les continents, que j'oppose à cabinets internationaux qui sont implantés dans une sélection de pays et dans certains centres uniquement. Donc là, autour de moi, j'ai une global law firm, un cabinet international et un cabinet plus local. Voilà. Je passe à qui veut réagir? Je pense, Christian Kremer, je pense que vous avez vraiment vécu la création d'un cabinet d'affaires dans un réseau qui se veut et qui met en avant le caractère global de ces services qu'est Clifford Chance. Et qu'est-ce que ça signifie global? Pourquoi c'est tellement un service globalisé chez Clifford Chance? Oui, alors tout d'abord, merci de m'avoir invité également. C'est un grand plaisir d'être ici. La dernière fois que j'étais dans ces locaux, il y a 25 ans, puisque je suis sorti en 89, j'ai découvert avec plaisir que le local d'à côté, dans lequel j'ai passé pas mal d'heures, n'a pas vraiment changé. Mais je suis content d'avoir découvert ce local-ci, ce bâtiment qui n'existait pas à l'époque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Global Law Firm? J'ai participé un peu à ces réflexions au sein de Clifford Chance. Comment est-ce que nous allons nous présenter vis-à-vis de l'extérieur? Est-ce que nous sommes un global law firm? Est-ce que nous sommes un international law firm? Et puis, global, qu'est-ce que cela veut dire? Je suis donc allé, comme un chacun, sur Google et j'ai tapé global law firm. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Baf, tous nos concurrents sont tous des global law firms. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est Clifford Chance? To be the leader of the elite group of international law firms. Quelle est la différence entre une international law firm et une global law firm? Je pense que Clifford Chance est certainement une global law firm, mais il ne s'exprime pas ainsi. Lorsque l'on lit un peu dans la stratégie, dans les principes, là tout d'un coup on retrouve le mot global. Alors je vais sur le site d'autres concurrents. Ils sont tous des global law firms, ils sont tous très internationaux. Ils se positionnent tous à peu près de la même façon. Mais je dois dire, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Je suis tout à fait d'accord avec madame. Une global law firm d'abord est un cabinet intégré. Il y a plusieurs modèles de cabinets. On reviendra là-dessus par la suite. Vous avez des cabinets qui sont restés indépendants, mais qui collaborent sous différentes formes, de façon plus ou moins formelle ou informelle. Vous avez des réseaux de cabinets qui sont ce qu'on appelle des cabinets qui ont des groupes de travail entre eux. Ce sont des cabinets qui partagent les ressources, les connaissances, qui sont donc présents sur différents continents, mais qui ne sont pas intégrés. Alors, vous avez d'autres modèles, mais vous avez les firmes qui sont globales. Il y en a un nombre. Vous connaissez peut-être les noms anglais, Clifford Chance, Allen & Overy, Freshfields, et bien sûr, il y a d'autres cabinets qui ont un modèle différent, qui sont véritablement intégrés, globaux. C'est-à-dire c'est une firme. C'est ce qu'on appelle a partnership, généralement organisé sous forme de limited partnership. C'est donc une entité sans personnalité juridique où tous les membres, enfin tous les associés sont tous associés de ce partnership. C'est donc une entité, si vous voulez, et tous sont avec un partage des revenus qui sont tous mis dans un pot commun et qui sont partagés entre les associés selon des formules diverses et variées. Ce sont des cabinets qui sont présents sur différents continents, de toutes les qui sont intégrés d'un point de vue de l'organisation, financièrement, d'un point de vue des ressources humaines, d'un point de vue du partage des connaissances, d'un point de vue de l'évaluation des associés, une véritable intégration. Pour moi, c'est ça une global law firm. Et je n'associe à cela aucune connotation positive ou négative. C'est tout simplement une question d'organisation et de structure. Merci. J'aimerais bien poser une question justement dans le même sujet à M. De Wolf. C'est qu'on voit qu'il y a donc différentes formes de global law firm, en tout cas d'associations qui peuvent aller d'amis, de joint venture à des cabinets d'avocats de plus en plus intégrés et qui vont même jusqu'à donner des contrats types, etc. Et je pense que vous avez eu l'occasion de faire partie d'associations de cabinets au niveau international et que vous avez une expérience en la matière. Et donc, ce serait intéressant peut-être d'avoir votre point de vue sur les différents titres et les différents mérites de ces accords d'association entre les cabinets. Quels sont les avantages et inconvénients de ceux-ci?
Bien, je vous remercie pour votre question. Posée dans mon dos, je me méfie d'autant plus. En effet, j'ai expérimenté la présence dans un réseau, une alliance, comme on l'appelait, qui se rapproche tout en étant légèrement plus intégré que ce que nous disions tout à l'heure que les Best Friends. Donc une alliance constituait, puisque je l'ai quitté, mais je vais expliquer pourquoi, un groupe de firmes conduites essentiellement par un leader anglais, Osborne Clark pour ne pas le citer, autour desquels tournaient des firmes européennes, hollandaises, allemandes, italiennes, pour l'essentiel espagnoles, danoises et françaises. Ce qui s'est passé et qui est arrivé à d'autres cabinets, je pense à ce qui est arrivé à Herbert Smith, Stib et Gleis Lust, c'est qu'on nous a demandé à un moment ou l'autre, voulez-vous fusionner? Pas pour devenir une global firm, pour devenir une firme internationale intégrée. Bon, alors, il n'y a pas d'appellation d'origine contrôlée. Hein. On va revenir aux définitions dans quelques instants. Et les Français, les Hollandais et les Belges ont dit non. De sorte que, ayant quitté cette alliance, le groupe en question s'est empressé d'intégrer des Parisiens, des Hollandais et des Belges, le tout dans un espoir probablement de fusion américaine pour devenir un jour, dans 5, dans 10 ans, une véritable firme globale. Donc voilà l'historique de notre firme. Alors qu'a-t-elle de commun et de différent par rapport à mon voisin de gauche et mon voisin de droite? Nous avons des activités internationales, une activité à Luxembourg, une activité à Shanghai. Ce sont deux endroits où nous sommes présents personnellement par des associés belges qui font partie de notre equity belge. Donc nous avons là un niveau d'intégration fort sur deux destinations. Et peut-être qu'on parlera tout à l'heure de certains marchés émergents. Nous avons également, mais sous un autre mode, une approche du marché africain sur laquelle je reviendrai tout à l'heure si vous le souhaitez. Monsieur Dieu, aussi peut-être à travers l'avènement de ces global law firms, qui est un phénomène relativement récent, est-ce que vous trouvez que la manière de travailler de l'avocat a changé, certainement en partie, mais dans quelle mesure et de quelle manière on peut dire qu'il y a vraiment une évolution de la profession d'avocat avec l'avènement des global law firms dans ces différentes composantes et ces différents degrés d'intégration? Je vais répondre à votre question, mais avant, je voudrais quand même revenir sur la notion de global law firm, dont après 3 interventions, on se rend compte qu'elle est assez fouillante. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de définition uniforme de la global law firm. On vient de voir d'ailleurs que les critères employés par les différents intervenants sont assez différents. On peut apprécier la notion de globalité par rapport à l'extension territoriale des activités du cabinet en question. On peut l'apprécier sur le plan, je dirais, rationnel matériel de ces activités mêmes. Veut-on couvrir l'ensemble du spectre ou la plupart du spectre des activités des services juridiques qu'il est possible de rendre? Voilà déjà 2 définitions. Ou alors un 3e critère qui serait plus organisationnel. On est global parce qu'on est tous intégrés et qu'on fait partie d'un partnership duquel on retire une part des profits. Sous l'angle de ces différents critères, Willkie Farr & Gallagher, par exemple, n'est pas toujours une global law firm. Elle ne le serait que sous l'angle du 3e critère. Pourtant, vous m'avez invité dans le cadre d'une discussion sur les global law firms. Pourquoi? Parce que sans doute, il y a dans l'identité de la firme une connotation un peu exotique, c'est-à-dire anglo-américaine, et que puisque le siège central de la firme est à New York, on est censé être global. Hein. En fait, on a à peu près tous une vocation naturelle à vouloir être global. Il y a peu de praticiens du droit des affaires qui ont véritablement le désir de s'isoler dans une niche particulière. Enfin, dans une niche particulière en termes d'activité, ça peut encore se comprendre, mais qui veulent à tout prix rester à Molenbeek, à Schaerbeek, à Bruxelles, à Charleroi, ou peut-être aller jusqu'à Lille. La vocation est nécessairement une vocation à dimension plus large. Donc on a tous, je crois, en droit des affaires, vocation à une certaine globalité et à une certaine internationalisation. D'abord, ça peut être un argument de marketing.
Donc la notion de globalité ou de global law firm est, à mon sens, d'abord une notion qui relève du marketing plutôt qu'une notion qui relèverait de la science professionnelle, pour le dire comme cela. On a tous une vocation à la globalité, à l'internationalité en termes de marketing. Et puis pour le reste, les stratégies peuvent être très différentes. On peut évidemment vouloir la globalité pour la globalité. Et il y a des grandes firmes, américaines en particulier, et aussi britanniques, UK, pour le dire plus précisément, qui veulent être partout ou à peu près partout dans le monde. Hein, pas aux îles Galapagos, mais enfin partout où il est important d'être ou de paraître être. Ça peut conduire à... C'est une entreprise périlleuse qui peut conduire à des catastrophes. Hein. Il y a au moins une firme qui avait cette vocation globale comme impératif stratégique catégorique, puisqu'on est au centre de la philosophie du droit, qui a collapsé, pour le dire en mauvais français, en quelques mois. On ne va évidemment pas citer son nom. Mais donc il y a un risque majeur en termes de développement d'une stratégie globale pour elle-même. Et puis il y a des stratégies un peu plus opportunistes, qui visent à finalement saisir la meilleure opportunité là où elle se trouve à un moment donné. Hein. Par exemple, puisqu'on veut un peu être dans le registre de l'anecdote pour illustrer le propos de manière concrète dans ce séminaire, chez Willkie Fine Gallagher, on n'a pas de stratégie de développement global. On ne veut pas être en Belgique pour être en Belgique. On ne veut pas être en Allemagne pour être en Allemagne. On regarde, et si à un moment donné, il y a une opportunité qui se présente, quelqu'un qui est censé, et c'est toujours une présomption non irréfragable, être représentatif sur son marché, ben on va l'approcher, et on va se laisser approcher et ouvrir un cabinet dans ce pays. Donc c'est vraiment une politique là des petits pas, beaucoup plus prudente et qui n'a pas la croissance internationale comme objectif prioritaire. En disant ça, je m'aperçois que je n'ai pas encore répondu à votre question. Et donc, est-ce que ça a modifié est-ce que le développement de ce que nous tentons de cerner comme des presque global law firms ou des international law firms, essentiellement sous l'influence du monde anglo-américain, bien entendu, hein. Il y a eu des tentatives en Europe pour créer des global continental law firms. Hein. Ça existe. Mais le phénomène, me semble-t-il, reste quand même à la marge. Ça a évidemment modifié la manière d'exercer la profession. Hein. Mais là, je vais sans doute enfoncer des portes ouvertes. Nous sommes devenus de plus en plus des fournisseurs de services juridiques. Est-ce bien, est-ce mal? Peut-être vous pouvez poser la question et en parler tout à l'heure. Dans le respect des règles déontologiques applicables localement, hein, là je repasserai peut-être la parole à mon voisin qui a été membre ou qui est encore membre du Conseil de l'Ordre. Il y a évidemment ces contraintes déontologiques locales, heureusement qu'elles sont là d'ailleurs, vraiment, mais ça, la manière d'exercer la profession dans le concret quotidien est évidemment totalement bouleversée, puisque ça fait quand même maintenant presque 40 ans que j'exerce ce métier. J'ai commencé à l'exercer dans une firme qui était prestigieuse à l'époque, qui dominait son marché, dans le cadre de laquelle on exerçait la profession libérale qui était censée être, qui était encore véritablement la profession d'avocat. Le client était respectueux de son conseil. Et puis petit à petit, les choses ont évolué et avec l'arrivée de la mentalité anglo-américaine, on est devenu beaucoup plus réaliste. La pression du chiffre a commencé à peser. L'appât du gain a commencé à se faire sentir de manière un peu plus voyante qu'il ne l'était autrefois. Je ne veux pas dire que les ex-professions libérales étaient totalement libérales et totalement désintéressées. Le rythme auquel les services sont prestés est complètement modifié et ces services se sont diversifiés. Pendant 10 ans, l'activité qui était la mienne, puisqu'on est un peu ici aussi pour témoigner, pour une fois ne pas faire trop de philosophie ou ne pas faire que de la philosophie, l'activité qui était la mienne pendant 10 ans, c'était une activité de litigator.
l'avocat restait essentiellement, en tout cas sur la place de Bruxelles, un avocat qui défendait, qui plaidait. Il y avait une petite activité de consultation déjà à l'époque, mais oui, il y avait une activité de consultation. Donc c'était consultation et litige. Et puis après 10 ans, ça s'est complètement reversé. Et on a été associé aux décisions dans le cadre de la gouvernance des entreprises, sur le plan juridique bien entendu, sans jamais porter de jugement d'opportunité, mais surtout les activités de participation aux négociations actives, nocturnes, se sont développées. Et donc on assiste aujourd'hui à un phénomène tel que donc il résulte que l'activité d'avocat est une activité de négociateur et de consultant autant qu'une activité de litigator, en tout cas, je pense, dans les firmes à vocation globale ou internationale. Voilà, il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je suis en train de monopoliser la parole, et donc je vais céder le micro à notre animateur ou à Patrick. Merci, mais peut-être avant de clôturer la question numéro 1, pour les étudiants ou les chercheurs dans la salle qui sont soucieux de catégorie, avant de venir aujourd'hui, j'ai été chercher un article de Stephen Mason, qui est le gourou des firmes anglaises, qui est le Henri de Frahan londonien ou le Bartsch londonien, c'est au choix, et qui en effet rejoint la classification de ma voisine de gauche en rajoutant un échelon. Alors, je répète, ça n'est pas extrêmement scientifique, c'est une question de pratique, de degré, mais il parle de la firme internationale, de la multinationale et de la globale. L'internationale étant la description qu'on en a faite, la multinationale étant un échelon plus intégré, où en réalité le headquarter, le quartier général, peut contrôler les endroits dans lesquels il a ouvert un cabinet et créer une culture plus ou moins commune. Et je soumets ça à la salle. La globale serait celle dont le centre de direction ne serait pas nécessairement identifiable au créateur du groupe en question. Je vous renvoie par exemple à la fusion qui a fait énormément de bruit entre un cabinet chinois et S.J. Berwin, où sera le centre vital de ce nouvel ensemble. On parle du dernier trimestre de 2013. C'est tout à fait extraordinaire qu'une boîte de la City se soit fait absorber par des Chinois. Eh bien, la globale veut dire que tant à New York qu'à Londres ou à Shanghai, on peut avoir le centre administratif, le centre financier, et ça peut aller d'un endroit à l'autre. Donc c'est le critère distinctif de 2-3 anglo-saxons qui, comme vous le savez, ont écrit plus que nous sur ces sujets-là. Donc je livre ça à la salle. Et alors pour l'anecdote, j'ai également été voir quelques sites Internet. Alors par exemple, je prends un cabinet bien connu qui se réfère au G20. Nous sommes global parce que nous collons au monde du G20. Alors, bon, ce n'est pas tous les pays du monde, ce n'est pas tous les centres financiers du monde, mais c'est déjà pas mal. Puis il y en a un autre bien connu qui dit qu'il, lui, il est un truly global firm. Donc il y en a qui ne sont pas tout à fait vraiment des global, mais eux le sont. Et alors, pour clôturer sur la question numéro 1, c'est vrai qu'il y a essentiellement une influence anglo-américaine. White & Case ou Baker & McKenzie du côté américain, ou Norton Rose, Clifford Chance de l'autre côté. C'est essentiellement ces deux grands groupes ou courants qui mènent la danse, avec probablement une prédominance anglaise. C'est une des questions qui viendront. Quels sont les meneurs du jeu? Probablement, par tradition, les Anglais, pour des raisons différentes de leadership, de management, de vision. C'est à discuter. Les Américains ont, à mon sens, une mentalité plus proche de la nôtre en termes d'indépendance, en termes de goût du droit, au centre de notre métier, mais ça, c'est à discuter. Les Anglais sont beaucoup plus loin que nous en termes d'entreprise. Ils ont beaucoup plus intégré la dimension service juridique comme une autre commodity, comme ils disent. Et donc voilà, un petit peu la classification. Je ne sais pas si Antoine-Henri de Frahan peut s'y retrouver, mais c'est une des classifications qui est proposée. Peut-être sur ces histoires de progression un petit peu des modèles, on voit, et vous avez cité S.J. Berwin, il faut voir que les Chinois avaient précédemment fait une fusion avec un énorme cabinet australien.
Donc on est dans une évolution des modèles, on est vraiment dans une période de transition où effectivement il y a un overlapping que ce soit des définitions, mais même des structures elles-mêmes, où on voit que ça évolue. La Global Law Firm, aujourd'hui, elle domine le marché, mais il y a un très petit nombre d'acteurs en réalité. Et puis, ils sont menés par le monde anglo-saxon, je vous rejoins. Ce que je constate, moi, sur le marché français, c'est que les Américains ont pris le pas sur les Anglais en termes d'effectifs, en termes de chiffre d'affaires. Il faut voir que sur un marché comme celui du droit des affaires parisien, parce qu'on est beaucoup moins toujours le modèle jacobin en France, hein, donc c'est Paris qui mène un petit peu la danse. Il y a environ 200 à 300 cabinets d'affaires. Tout se passe à Paris, 95%, 97% du droit des affaires se passe à Paris, et dans ces 97%-là, vous avez une cinquantaine de cabinets anglo-américains qui représentent, quarantaine de cabinets anglo-américains qui représentent plus de 50% du chiffre d'affaires. Et dans ce modèle-là, vous avez différentes strates, comme il vient d'être raconté. Cela étant, on voit aussi l'émergence de différents réseaux qui sont autre chose que des cabinets intégrés. Et vous avez cité Osborne Clarke, il y en a d'autres. Il y a Lex Mundi, par exemple, qui est à un niveau beaucoup plus intégré, là, pour le coup, mais pourquoi on dit qu'ils sont un réseau? Parce qu'il n'y a pas d'intégration financière. Il y a une mise en pot commun, mais il n'y a pas d'intégration financière. Les cabinets restent indépendants financièrement. Ils partagent un certain nombre de domaines, comme le marketing. On parlait du marketing, et c'est intéressant. Ce que je constate aussi dans les Global Law Firms, c'est qu'au fil des ans, et avec les crises que nous venons de connaître, et que nous connaissons encore aujourd'hui, le centre de gravité change. Alors effectivement, vous avez toujours la maison mère, mais la maison mère, on s'aperçoit qu'elle ne représente plus que quelques organes de décision très spécifiques, et que dans ces organes de décision, vous avez de plus en plus de gens qui viennent d'autres bureaux. Et j'ai fait paraître récemment une enquête sur le nombre de qui était réellement global. J'aurais dû vous l'apporter, j'y ai pas pensé. Avec le nombre de bureaux et le pourcentage de juristes hors du pays d'origine. Et là, on s'aperçoit que, aussi bien dans tous vos cabinets, là, on est vraiment en train de changer de centre de gravité. Et que là où c'était Londres, New York ou Philadelphie, ou même plus récemment, puisque les cabinets de la côte ouest sont arrivés plus récemment à l'internationalisation et à la globalisation, on voit qu'en réalité, le pourcentage du chiffre d'affaires aujourd'hui et le pourcentage de lawyers aujourd'hui, eh bien, est hors des États-Unis ou hors des États-Unis, d'Angleterre. Et que le centre de gravité est en train de se déplacer et qu'on va à l'est, et de plus en plus à l'est, et de plus en plus au sud. Et que le chiffre d'affaires dans ces zones est très très important, et que c'est là où sont les... C'est vous qui avez parlé de marchés émergents, je crois, qu'on en reparlera tout à l'heure, mais l'Afrique et l'Asie sont des marchés porteurs, et c'est là où ces cabinets globaux s'implantent de plus en plus. Vous êtes à Shanghai, vous êtes à dans d'autres localisations. Et c'est ça qui est important. C'est que cette globalisation, elle s'exprime aussi par là. Merci beaucoup. Je rejoins tout à fait Maître Dieu quand il dit que finalement, il y a autant de définitions que de personnes autour de cette table de la notion de global law firm. Nous avons entendu la possibilité de l'intégration financière comme étant un critère de définition. Or, je constate, par exemple, dans le domaine des firmes d'audit, où visiblement des firmes comme Deloitte ou Pricewaterhouse sont évidemment des firmes globales, or il n'y a pas d'intégration financière. Donc, il y a des profit pools locaux, il n'y a pas d'intégration financière. Pourtant, ces firmes sont bien globales. Elles sont présentes partout, sur tous les marchés, et ils partagent des clients, ils partagent des connaissances, ils partagent certaines choses. Mais quand on regarde en détail, qu'est-ce qu'ils partagent vraiment? Voilà. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? La marque. C'est exactement cela. Et d'ailleurs, chacune des firmes va payer un royalties, un organe ou un organisme de la firme qui se trouve, on ne sait pas trop où. Et donc, finalement, l'intégration financière n'est pas nécessairement un critère. On partage une marque, voilà, on partage une vision. Qu'est-ce que ça veut dire, une vision? Vous lisez les visions des Global Law Firms. Honnêtement, je ne devrais peut-être pas le dire, mais elles ne se distinguent pas tant que ça, parce que les grands principes, finalement, on les retrouve.
D'accord, Client justement, first, vous, oui. vous parlez des Big Four, Oui. qui sont assez similaires dans leur côté global, on va dire, même si donc il y a des différences. Mais est-ce que on a pu sentir à travers différents articles, et je pense qu'au Luxembourg en particulier, il y a eu vraiment une volonté des Big Four de devenir un acteur important et concurrencer les global law firms, et d'offrir des services juridiques concernant toute une série d'industries où finalement il n'y avait pas de monopole légal pour les avocats. Comment elle se passe cette concurrence? Est-ce qu'elle elle est agressive? Est-ce que elle se passe en relative entente, que le marché est suffisamment grand que pour le séparer entre les Big Four et les Global Law Firms? Peut-être une perspective luxembourgeoise sur cette concurrence entre les Big Four et les Global Law Firms pourrait être intéressante pour voir comment la profession a évolué. Oui, bien volontiers. Peut-être juste avant, encore un deuxième point que je voulais rajouter par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Les global law firms sont devenus globales parce que les clients sont devenus globaux, évidemment. Ce n'est pas les law firms qui étaient précurseurs dans la globalisation, je dirais même. En réalité, c'est l'inverse. Ce sont d'abord les entreprises qui le sont devenues. Ensuite, évidemment, les firmes d'audit qui ont suivi les entreprises parce qu'il fallait bien des auditeurs et des conseillers. Et finalement, les law firms. Et bien sûr, il y avait des opportunités. Et aujourd'hui, l'ambition des global law firms, c'est bien sûr de servir un client, où qu'il soit, dans un type d'affaires, par exemple, je ne sais pas moi, les droits des affaires, où que soient les clients. Donc, effectivement, la globalisation a conduit aux global law firms. Oui, mais les cabinets d'avocats, les global law firms, accélèrent ce phénomène. Absolument. En mettant Absolument. en concurrence les différents forums. Donc, il y a un client qui arrive, vous allez faire une étude de droit comparé à travers les 65 cabinets, par exemple, que compte Clifford Chance. Vous allez arriver avec 65 solutions juridiques que vous allez proposer au client en lui disant, voilà, fais un petit peu ton shopping parmi ces différentes solutions juridiques. J'exagère le trait, Oui. mais il y a un côté quand même accélérateur de cette globalisation Oui. du droit. Absolument. Global law firm. Absolument. Mais C'est peut-être une pour... conséquence, Oui. mais c'est aussi un moteur. Exactement. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, les Big Four, qui à Luxembourg ont une taille considérable, par exemple PwC, plus de 2000 collaborateurs à Luxembourg, et dont d'ailleurs la plus grande partie, un tiers de leurs activités, c'est du tax, un tiers c'est du consulting, et un tiers c'est leur métier de contrôle des comptes. Donc vous voyez là-dedans aussi, le révisorat n'occupe plus qu'un tiers de leur activité, en tout cas à Luxembourg. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais j'imagine que le métier de consultance et de taxe, évidemment, prennent de plus en plus d'importance. Et là, quand je parle de fiscalité et de taxe, il y a bien sûr un domaine de frottement, puisque les avocats fiscalistes, bien sûr qu'il y a des avocats fiscalistes, bien sûr que les grands cabinets et d'autres cabinets, bien sûr aussi, offrent ces services-là, et bien sûr les Big Four. Donc là, il y a manifestement, ça il faut le constater, les Big Four se sont bien positionnés sur ce marché depuis de longues années. Depuis de longues années, disposent d'une grande expertise et sont reconnus comme, je dirais, les experts de la structuration internationale. Ce qui ne veut pas dire que les avocats n'aient pas de rôle là-dedans, bien au contraire. Il y a des cabinets fiscalistes fort réputés et qui, par ailleurs, ne sont pas nécessairement des fiscalistes des global law firms. Il y a des cabinets locaux de très grande qualité, mais tous les global law firms ont évidemment un service fiscal. Nous travaillons beaucoup avec les Big Four, parce que beaucoup de clients nous disent vous êtes en charge de la structuration juridique, et voilà un Big Four qui s'occupe de la fiscalité. Donc là, nous sommes à la fois concurrents, mais aussi partenaires, puisque nous sommes amenés à travailler ensemble sur des dossiers. Un autre deuxième domaine de frottement, c'est le travail plus juridique, en droit des sociétés, la création de sociétés, la mise en place de fonds d'investissement, la demande d'autorisation auprès de l'autorité de régulation, surtout aussi sur une base transfrontalière. Là, il y a des domaines de recoupement, et là, bien sûr, il y a le monopole de la consultation juridique qui se frotte, je dirais, régulièrement avec l'activité des Big Four qui, parfois, disons, se déroule en marge du monopole. Et donc là, clairement, nous sommes également concurrents. Néanmoins, bien sûr, il y a le monopole de la consultation juridique. Bien sûr que le conseil juridique a ses compétences particulières. Bien sûr que le conseil juridique est le seul à pouvoir délivrer des legal opinions de plus en plus importantes dans le monde des affaires. Bien sûr que nous avons des cabinets juridiques et ce n'est pas le métier de base des Big Four. Et d'ailleurs, là aussi, on a constaté que la stratégie a quelque peu changé. Il fut un temps où les Big Four voulaient créer des cabinets d'avocats et avaient annoncé d'ailleurs à grande
à grands frais de publicité, qu'il souhaitait construire des cabinets internationaux importants. Puis il y a eu Sarbanes-Oxley et d'autres développements. Et donc ce développement a été stoppé net. Je ne suis pas convaincu qu'il est stoppé tant que ça. En tout cas, en réalité, en France, c'est tout à fait différent. Donc je parle pour le Luxembourg, bien évidemment. Et là, on constate bien sûr qu'il y a de nouveau des arrangements de type Bas-Stranz, voire d'autres. La constitution de ces sociétés, est-ce que c'est un service juridique ou est-ce que c'est un expert comptable qui peut le faire? Bon, ça se discute. Bref, nous sommes à la fois concurrents, nous sommes complémentaires, nous sommes amis, nous nous frottons de temps à autre. C'est évident pour les questions qu'on vient d'expliquer. Voilà. En même temps, les Big Four sont, je pense, un modèle réussi de firme globale, d'une globalisation sans nécessairement une intégration totale. Nous avons des choses à apprendre en termes de marketing, en termes d'organisation, c'est certain. Et de knowledge management. Et plus que global, je dirais que le modèle des BIG, ce qui est intéressant, c'est que c'est interprofessionnel. Et qu'on a énormément de mal, en tout cas en France, à mettre en place des modèles interprofessionnels, qui pourtant répondent à un besoin de client. Donc on essaie de voir un petit peu comment l'organiser avec différentes professions. C'est aussi l'idée qui sous-tend l'ouverture du capital. Je pense qu'on va y revenir. En France, c'est un petit peu différent. Les bigs ont une place prédominante. D'abord parce qu'ils sont gros, mais aussi parce qu'ils ont créé tous des cabinets d'avocats. Et depuis de nombreuses années. Et quand moi, je fais tous les ans une étude qui s'appelle la radiographie des cabinets d'avocats d'affaires, ce sont les 4 plus gros cabinets en France, que ce soit en termes d'effectifs ou en termes de chiffre d'affaires. Alors après, depuis Enron, effectivement, certains sont sortis des réseaux. Par exemple, Fidal est sorti de KPMG, mais ils ont un accord de best friend. Voilà. Taj est le cabinet d'avocats de Deloitte. Mais il reconnaît, il l'annonce comme étant quand même membre du réseau. Landwell est le cabinet d'avocats de Pricewaterhouse, etc. Et puis EY avocat, ça parle de soi. Et c'est vrai qu'ils sont sur le Channel 1, Channel 2, et puis chacun travaille soi-disant avec des Chinese Walls. Mais c'est vrai que sur le marché français, ça pose énormément de problèmes de frontières. Et on le vit régulièrement. Mais il n'empêche que c'est un modèle avec des matrices de fonctionnement à 3 dimensions, practice groups, secteurs, géographiques, et que c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, les cabinets d'avocats, si on parle de structuration, que ce soit les cabinets anglo-américains ou les cabinets français, j'imagine en Belgique et au Luxembourg aussi, s'organisent de plus en plus avec en tout cas une bidimension qui est domaine du droit, secteur d'activité. Tout naturellement, et la dimension, justement, les défis en termes de déontologie, c'est global. Alors peut-être le lien entre les réviseurs et la déontologie, sans rappeler d'abord, avec un brin de cruauté, le dramatique naufrage de 2 grands cabinets d'avocats liés de près ou de loin à des boîtes d'audit. Et donc, chat échaudé, craint l'eau froide. Il y a quand même, en Belgique, une expérience très douloureuse de beaucoup d'avocats s'en souviennent. Et donc, le retour au marché se fait, mais prudemment. Alors, il faut dire aussi, et ça fera le lien avec les avocats, que dans le sillage de la directive audit, les réviseurs ont réglementé, et nous avons dans la loi de 1953 sur le révisorat des règles très précises sur la participation de tiers au capital de cabinet de réviseurs. Nous avons donc un régime légal d'entrée de tiers au capital de réviseurs, alors que nous n'avons pas cela au barreau. Nous avons certes un règlement sur les groupements de frais entre professions différentes avec des autorisations et des interdictions. Mais donc, les réviseurs ont été plus vite. Ça va dans le sens de la mondialisation. Quand on lit les travaux préparatoires de la directive audit, l'idée est de créer des ensembles mondiaux
qui peuvent s'assurer, qui peuvent trouver des assureurs sur le marché. Et donc l'idée, c'est de se capitaliser au mieux et pourquoi pas s'associer avec un banquier, avec un assureur qui viendra prendre un morceau de votre capital. Alors, la question, est-ce actuel au barreau de Bruxelles en l'occurrence? Eh bien, pas tout à fait. Les bâtonniers se sont réunis autour de la rentrée judiciaire de l'an dernier, pas cette année, mais l'an dernier, et ont discuté pendant 2-3 heures de cette question, et ont conclu qu'elle n'était pas très actuelle. Il n'y a pas de demande forte au barreau de Bruxelles pour dire « je m'associe ». Je cède 30%, ou pour faire comme les réviseurs, jusqu'à 49%, puisque vous devez garder le contrôle. Encore que, on pourrait imaginer que vous cédiez 90%, mais que par une convention d'actionnaires, vous récupériez la majorité des droits de vote au conseil d'administration. Je ferme la parenthèse, parce que c'est ça les vraies discussions. C'est le contrôle du cabinet in fine. Donc la question n'est pas vraiment actuelle. En revanche, la question est de savoir, le jour où un cabinet anglais détenu en tout ou en partie par un capitaliste, appelons-le comme ça, s'installant à Bruxelles, quelle sera notre réaction? Sincèrement, la réflexion est dans les limbes. Il n'y a pas encore de réponse claire. Et je pense à un avocat belge actif dans un grand cabinet américain, faisant partie de la commission de déontologie de l'OBFG. Je suis sûr que Xavier Dieu voit de qui je parle. Lui-même dit « attendons, on verra ». Cela n'est pas actuel. La seule question qui se pose aujourd'hui, c'est si vous pouvez inclure votre épouse dans le capital de votre société pour des raisons de pratique ou un membre de la famille. Ça, oui, ça se fait et ça ne pose pas énormément de questions de déontologie. Alors, autre question liée, je crois, Arnaud, en tout cas que vous auriez souhaité que nous abordions, est-ce que la déontologie est, oui ou non, impactée par la globalisation? Je ne pense pas. Je ne pense pas, sincèrement. Les conflits d'intérêts, la confidentialité sont au cœur de la profession. Chez le pénaliste, que ce soit chez le commercialiste, c'est notre code génétique. Nous tentons peu ou prou de respecter ces règles et selon la sensibilité d'un conseiller de l'ordre ou d'un bâtonnier, ce sera plus ou moins fortement respecté, mais je dirais que ça reste notre socle et il n'est pas fort mis en balance par ce phénomène. En revanche, nous sommes plutôt impactés par une législation européenne sur l'entreprise. Exemple, Bruxelles a pris un règlement sur le démarchage. Nous pouvons démarcher. Comme une vulgaire entreprise de hamburgers ou de vente de balles de tennis, nous pouvons à peu près démarcher. Les avocats liégeois le voient différemment, mais Bruxelles est en pointe. Nous devons tout simplement respecter le droit européen. Alors, il y a évidemment un encadrement, ça doit respecter la dignité, etc. Mais voilà, ça c'est une influence européenne. Ne parlons pas de la législation blanche, des règles anti-blanchiment comme les banquiers, de manière plus ou moins bien acceptée. Je ne rentre pas dans les détails, mais il me semble que ce sont plus des coups de boutoir du droit européen que subitement une influence imposée par la globalisation. Mais c'est mon point de vue. Pour rebondir sur la déontologie, et puis j'aurais peut-être 2 observations pour le plaisir d'être un tout petit peu à contre-courant de la globalisation, puisque j'en fais partie ou suis censé en faire partie. Je dirais même que sur le plan déontologique, ça peut avoir un effet bénéfique, parce que les règles en matière de conflit d'intérêts, par exemple, au sein d'un cabinet américain, comme le mien en tout cas, sont encore beaucoup plus strictes. On se contentait d'appliquer les usages déontologiques locaux, pour le dire ainsi. Donc ça peut avoir un impact tout à fait positif. La question avait l'air d'être posée dans l'autre sens, et tu y as répondu dans ce sens. Moi, j'ajouterais cette dimension. Alors, pour donner une dimension critique au débat, puisque finalement, nous sommes tous en train de parler de globalisation et d'internationalisation comme un mouvement en marche qui se... il me semble que, et je ne sais pas si c'est marginal ou pas, vous avez fait des études, semble-t-il, beaucoup plus scientifiques et approfondies que moi qui parle de cela finalement en amateur. Ce n'est pas un sujet qui me bouleverse, à vrai dire. Il me semble que dans le prolongement de la crise financière, on assiste peut-être à un mouvement un peu en sens inverse. C'est-à-dire que
des clients internationaux à vocation globale commencent à se dire qu'en définitive, ils n'ont pas envie de consulter partout la même firme et qu'ils veulent conserver le choix de liberté de leur conseil localement pour être sûrs, évidemment, de pouvoir apprécier eux-mêmes qui est le meilleur, mais surtout d'avoir le meilleur. Et les firmes globales n'ont certainement pas la prétention d'avoir partout le leader sur son marché. Donc il y a un mouvement de la part du client en termes de demande qui me paraît un peu aller tempérer le mouvement de globalisation ou d'internationalisation. Et on observe, je pense que c'est un peu le cas à Paris, c'est en tout cas le cas à Bruxelles, et c'est peut-être le cas ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en est de Luxembourg. Aux États-Unis, c'est traditionnellement le cas, à New York en particulier. On observe qu'à côté des firmes à vocation globale ou internationale, se recréent un certain nombre de niches domestiques ou locales en termes d'organisation et de structure, mais qui ont une vocation à traiter une clientèle étrangère, internationale. Donc, le mouvement n'est pas uniformément dans le sens, aujourd'hui, de la globalisation et de l'internationalisation. Il y a de grands ténors qui font aujourd'hui le choix inverse, se retirant de firmes globales ou de firmes internationales. Ce serait intéressant, si vous avez fait des études là-dessus, d'avoir votre opinion sur la question de savoir si c'est un phénomène marginal ou si c'est une tendance qui commence à devenir significative. Et puis, sur le frottement entre les firmes d'audit, les grandes firmes d'audit et les cabinets internationaux, je crois que Maître Kremer a vraiment donné la réponse qui fait le départ entre ce qui existe et ce qui n'est pas. Il y a des frottements en taxes, corporate housekeeping, et puis pour le reste, moi je n'ai pas l'expérience de grands deals qui se soient faits dans la négociation et dans la structuration du deal sans un cabinet d'avocats à côté de la firme d'audit. Donc c'est vraiment plutôt, me semble-t-il, deux activités complémentaires ou deux segments d'activités complémentaires que concurrents. Alors la question peut-être un peu plus, je ne vais pas dire intéressante, mais plus provocatrice, finalement, quel est le critère de succès? Quel est le critère de succès? Est-ce qu'on a réussi parce qu'on est partout? Est-ce qu'on réussit parce qu'on donne le meilleur service et du point de vue de qui? Est-ce qu'on réussit parce qu'on a le chiffre d'affaires global le plus important? Ou est-ce qu'on réussit parce qu'on a le profit per partner le plus important? Ou la pérennité. Voilà. Donc, les critères de réussite dépassent, me semble-t-il, la question de la globalisation ou de l'internationalisation, qui n'en est qu'une partie. Alors, je vais vous donner quelques statistiques pour illustrer votre propos. Effectivement, quand on regarde la pyramide des âges des cabinets, le phénomène que monsieur soulevait est vrai également en France. Depuis 5 ans, il y a 15% de nouveaux cabinets petits. Entre 5 et 10 ans d'existence, vous en avez 37% à peu près. La question, elle est pourquoi ils se sont créés et est-ce qu'ils vont être pérennes? Et là, il y a plusieurs cas de figure. La première chose que l'on voit, premier phénomène, c'est que ces cabinets, pour beaucoup, se sont créés en réponse au mouvement de nettoyage, si je puis dire, des grands cabinets, à cause des crises. Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les dernières crises que nous avons passées ont entraîné partout autour du globe des phénomènes de downsizing extrêmement importants dans les cabinets. Et donc, tous ces avocats, associés et collaborateurs, n'ont pas toujours trouvé preneur dans d'autres cabinets. Et certains donc se sont créés, se sont constitués pour répondre à un besoin d'exercer une profession, de l'exercer peut-être différemment de ce qu'ils avaient eu dans leur cabinet d'origine, mais aussi, et je le vois beaucoup à Paris, parce que je suis ça au quotidien, j'ai une rubrique quotidienne en ligne, donc je les annonce en permanence, ce sont des solutions d'attente pour un pourcentage assez important d'entre eux. Et on le voit d'un mouvement de fusion de cabinets ou d'équipes, ou qui rejoignent à nouveau, maintenant que ça va un petit peu mieux, des cabinets plus gros. Donc on se crée aussi sur des niches et des niches techniques.
Et là, pour la pérennisation, certaines niches, en tout cas en France, ont vraiment de l'avenir et ont toujours eu des bons scores qui sont le droit des droits sociaux et le droit fiscal. Et notamment certaines niches extrêmement pérennes en droit fiscal, donc en taxes, qui viennent des bigs, qui à la suite du décès d'Arthur Andersen, plus jeunes ne connaissent pas nécessairement ce nom, mais c'était l'emblématique big qui est mort en quelques mois même, parce que c'était un colosse au pied d'argile. Et donc, voilà, il y a eu des créations de niches. Alors, on voit ce mouvement sur le marché français de création de cabinets qui répond aussi, et ça c'est la deuxième tendance, et je rejoins monsieur, à cette volonté des grands acteurs, entreprises cette fois-ci, des acteurs économiques, qui eux-mêmes vivent la crise, qui eux-mêmes certes se développent, comme je vous le disais tout à l'heure, en Asie, en Afrique, en Europe continentale pour beaucoup, qui sont sortis en tout cas et des États-Unis et de leur marché domestique, parce que leur marché domestique ne suffit plus. Donc on va vers les marchés émergents, mais qui aussi ont des contraintes budgétaires. Et il y a un mouvement qui s'appelle la convergence, qui est né avec l'entreprise Dupont, qui a le modèle à 15 ans maintenant. Et vous pouvez trouver des renseignements sur le site de l'entreprise Dupont, parce que c'est un modèle qui a été érigé à ce moment-là, avec la direction juridique de l'entreprise Dupont. Le directeur juridique, d'ailleurs, est devenu un grand consultant, parce que maintenant qu'il a fait le modèle, il l'exporte. Et ce mouvement, ce qu'ils appellent la convergence, alors Dupont avait plus de 340, je crois que c'était 348 cabinets d'avocats dans le monde qui travaillaient pour cette direction juridique. Et puis, la crise venant, les premières crises venant, on s'est dit il faut non seulement que la direction juridique rende des comptes au même niveau que toutes les autres directions de l'entreprise, mais en plus elle a un budget en baisse. Donc il va falloir rationaliser un petit peu tout ça. Et donc on est passé de 348 cabinets d'avocats à une quinzaine dans le monde. Donc ça a été donc un modèle de fonctionnement que peu ou prou toutes les entreprises aujourd'hui adoptent par petits bouts ou globalement, même si elles ne l'appellent pas le modèle Dupont. L'association des corporate counsel américains a lancé le Value Challenge en 2009, qui aussi, alors là on parle de philosophie parce que on est vraiment dans ce mouvement-là. Et donc c'est rechercher l'acteur, l'intervenant, le meilleur, le plus adapté aux besoins de l'entreprise et qui va travailler suivant un rapport de force qui s'est inversé. Le rapport de force, il est du côté du client et c'est pourquoi vous êtes aujourd'hui et vous allez devenir des fournisseurs de services juridiques et il n'y a rien d'insultant à ça. Mais donc avec des conditions d'intervention. Et dans ces conditions, vous avez tout ce qui touche à l'honoraire, évidemment. Et ce qui veut dire que la direction juridique ou la direction financière s'organise pour trouver l'intervenant sur le marché. C'est pour ça qu'il y a des appels d'offres de plus en plus, des beauty contests. Et donc, les cabinets sont soumis à ces règles-là. Et pour répondre au mieux, vous avez ceux qui ont été élevés un petit peu au biberon dans les grandes firmes, qui aujourd'hui ont envie d'exercer autrement, mais avec le mode de travail, les conditions on parlait des conflits d'intérêts, de la qualité, tout le service, le niveau de service que l'on peut trouver dans des grandes firmes internationales ou globales, mais qui correspondent à des besoins autres des clients aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en fait, sur le marché, vous avez de la place pour tout le monde. La place pour tout le monde. Après, c'est une question de ressources, de qualité, de ce que veut le client, parce qu'en réalité, vous n'existez que parce qu'il y a des clients et parce qu'il y a des besoins en juridique. Et donc, on voit ce phénomène, effectivement, donc à la fois des jeunes, entreprises, des jeunes cabinets qui se créent pour répondre de manière un peu défensive, parce qu'ils ont besoin de trouver un petit peu quelque part où se poser, en attendant mieux. Et j'en annonce pratiquement toutes les semaines des cabinets qui se créent et en même temps des cabinets qui fusionnent ou des équipes de ces cabinets qui fusionnent avec des plus gros. Et à la fois des cabinets qui se créent sur des niches, alors là, des niches techniques, et qui correspondent bien à ce que le client aujourd'hui veut. Et ça n'empêche pas qu'on a recours à différentes sortes de service providers, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit régional, local ou international, mais sur des domaines d'intervention spécifiques. Merci beaucoup. Si vous le permettez,
j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les global law firms, c'est le thème, et sur leur activité au quotidien, la manière dont ça fonctionne au quotidien, c'est que on a pu lire un certain nombre d'articles, de témoignages, certaines personnes y ont travaillé, ont pu nous dire qu'il y avait, comme vous l'avez dit, Christian Kremer, une mise en commun du savoir juridique à travers des bases de données où en fait les avocats du monde entier s'échangent leur savoir juridique, le mettent en commun pour faire gagner du temps et aussi pour sans doute élargir le savoir. Mais ça aboutit à une pratique de diffusion de contrats types qui serait en fait coordonné par exemple la maison mère à Londres ou la maison mère à New York et qui serait en fait redistribué dans un certain nombre ou dans les cabinets du réseau afin de standardiser les contrats, certains contrats bien particuliers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a une politique derrière une standardisation? En termes de sécurité juridique, ça porte évidemment des avantages, puisque ce contrat est bien connu par le marché et tout. Ça pose évidemment un certain nombre de questions par rapport à l'idée d'un avocat qui rédigerait avec sa plus belle plume son contrat tout seul dans son bureau. Et donc, je voulais avoir votre opinion donc, sur cette standardisation contractuelle qui paraît être bien implantée dans les global law firms. Personnellement, je me méfie un peu de la standardisation. Je me méfie aussi un peu de tout ce qu'on appelle les practice notes et autres documents. C'est vrai, dans des cabinets internationaux, en tout cas certainement, qu'il y a une globalisation du savoir. Vous avez des banques de données tout à fait impressionnantes qui sont gérées par ce qu'on appelle des knowledge managers ou autres titres que vous pouvez imaginer. Tout cela est géré au niveau local et au niveau international. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Bien évidemment, vous avez des contrats types qui existent dans l'industrie, qui sont élaborés par des organismes tels que l'ICMA ou autres, où vous avez des contrats standards de marché. Par exemple, un contrat standard en matière de prêt, contrat standard en matière de sous-participation. Mais ça, c'est l'industrie. Ce n'est pas les cabinets d'avocats, mais c'est l'industrie, avec l'aide des cabinets d'avocats, qui a tout simplement élaboré certains contrats type standard pour tout simplement faciliter la marge des affaires. Bon. Évidemment, là, les avocats ont participé à la rédaction pour les organismes professionnels de ce type de contrat standard. Pour des opérations standards, on utilise des contrats standards. Bon. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant ni de plus excitant pour l'avocat, vous l'imaginez. Ceci étant dit, comment ça se passe au sein des cabinets d'avocats? Eh bien oui, là également, il y a bien sûr une banque de données, une banque de savoir tout à fait importante qui est organisée au niveau international et au niveau local par des professionnels, mais qui sont alimentés bien évidemment par des conseils. Et vous avez alors des knowledge committees au sein de ces cabinets qui l'examinent. Je vous donne un exemple de document où vous avez peut-être un standard, mais alors il faut se méfier énormément du standard. C'est les opinions juridiques, les legal opinions. Bien évidemment, vous avez une opinion standard, mais enfin, toute opération est différente. Et toute la difficulté, justement, et tout l'intérêt, justement, de détecter la ligne qui change. Respectivement, faut-il encore comprendre quelle ligne change. Donc, il y a à la fois une gestion du savoir, mais à la fois une éducation. Parce que ça va avec le savoir, c'est l'éducation qui est très importante dans les global law firms, de même évidemment que dans les autres, à savoir s'assurer que le savoir circule. Et ça, c'est fait au niveau local, c'est fait au niveau international. Par exemple, au sein de Clifford Chance, nous avons une Clifford Chance Academy, on appelle ça. Bon, chacun l'appelle différemment. Il y a aussi une PwC Academy. Enfin bon, bref, il y a des académies un peu partout où vous disséminez le savoir, donc ce qu'on appelle les hard skills. Donc c'est vraiment la connaissance technique. Juridique et ce qu'on appelle les soft skills, à savoir technique de négociation, gestion de situations de crise, how to handle an angry client, parce que ça existe de temps à autre, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie du savoir du conseil juridique, de l'avocat, savoir gérer, avoir les connaissances juridiques, mais également avoir connaissance de la gestion du client, du personnel, etc., etc. Donc, vous avez des personnes spécialisées dans ce type de cabinet, tout comme d'autres, de la gestion du savoir, aussi bien évidemment d'une certaine standardisation, parce que certaines choses sont standardisées, mais là où nous intervenons, évidemment, ce qui compte, c'est le travail non standardisé, c'est la value added, comme on l'appelle. Ça, évidemment, c'est le travail que nous recherchons et sur lequel nous sommes actifs.
Merci beaucoup pour cette réponse. Personne ne veut rajouter sur cette question à l'avocat producteur de droit qui se base sur des contrats standardisés. Ce que je peux voir dans les cabinets avec lesquels je travaille, c'est que effectivement le knowledge management a pris une place très très importante, que ça crée des nouveaux postes dans les cabinets, avec ce qu'on appelle les PSL, hein, qui sont des juristes qui sont dédiés à cette matière, et que ça rend service aux clients aussi. Ça évite de réinventer tout le temps la même chose, de voir, vous gagnez beaucoup de temps à consulter ces bases parce que vous savez que ça a déjà été traité, etc. Donc c'est un avantage aussi pour le client. Ça dépend des firmes aussi, je pense. Hein. Je dirais que dans la firme que je représente ici, la notion de standardisation n'est pas une fin en soi. Il y a finalement une bonne illustration d'un certain ordre spontané qui fait qu'on s'échange un certain nombre de clauses lorsqu'elles sont améliorées. Et donc l'idée, c'est d'améliorer la qualité du contrat sur certains points particuliers. On pourra l'utiliser ou pas dans une négociation qui se déroule dans un autre environnement juridique, ça c'est une autre question. Mais le standard n'est pas recherché pour lui-même et il se limite finalement aux bases générales que tout le monde connaît en définitive. Cela étant, effectivement, si on veut trouver un avantage intellectuel au Global Law Firm, c'est effectivement le partage du savoir et le partage du know-how. Je vois que le temps avance, il ne reste déjà plus que 3/4 d'heure et j'ai envie d'ouvrir peut-être les questions à la salle. Vous avez certainement différentes questions que vous avez envie de poser. C'est le moment. Sinon, moi, j'en ai encore plein, bien entendu, mais j'ai envie de vous offrir cette possibilité. Je sais qu'un certain nombre d'étudiants... Ah. RSA, responsabilité sociale de l'avocat. Et donc, il y a souvent un mélange entre les deux. Hein. Le pro bono, s'il y a vous êtes autour de moi et il doit y avoir d'autres représentants de cabinets dans la salle, il y en a toujours eu dans tous les cabinets. Ce sont des dossiers que l'on traite gratuitement, gracieusement, pour chacun à son beau-frère qui a un problème, son cousin, ou je sais pas quoi. Bon, enfin, il y a toujours eu, et même au-delà, des dossiers que l'on traite, ou l'entreprise que l'on veut, si on sort de ce cadre-là, l'entreprise que l'on veut accompagner. Maintenant, tout ce qui est responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est un autre mouvement qui est assez récent, qui est poussé par l'entreprise cliente, par les clients, qui est que le cabinet d'avocats fournisseur de l'entreprise doit s'aligner avec les valeurs aussi de l'entreprise. Voilà. Et on parlait de marque tout à l'heure et de l'importance des marques, et que la marque, qu'elle soit d'un cabinet ou d'une entreprise, doit être porteuse de valeurs. Alors, les programmes de RSE, il y en a beaucoup qui sont... plusieurs cabinets, je pense à Wilkie, il y en a d'autres, chez Clifford aussi. Vous publiez d'ailleurs tous les... Chez vous, je ne sais pas, je ne vous connais pas assez, mais je suis sûre que vous le faites aussi. En tout cas, dans les cabinets plus globaux, dans les firmes globales, on voit tous les ans la publication de rapports annuels de la RSE. Alors, ils ne parlent pas de RSE, ils parlent de Community Involvement. Mais là, il y a une stratégie qui est mise en place, une sélection d'actions, et ça peut être très différent suivant le cabinet. Les Américains le font depuis plus longtemps que les firmes continentales, les Anglais aussi. Je pense par exemple à Jones Day qui a comme un des axes de développement l'aide à l'accès au logement.
Et ils vont donc sponsoriser ou travailler avec des associations. Et c'est une politique qui sera globale. Donc tous les bureaux qui peuvent le mettre en place vont le mettre en place. On désigne un associé et un collaborateur senior qui sera responsable de trouver les associations locales qui vont être le relais de ces politiques. Et il y aura un budget qui sera déterminé par an et un contrôle qui sera fait. Voilà. Donc après, ça fait vraiment partie de la stratégie. Et ça a beaucoup d'importance dans le recrutement. On le voit de plus en plus. Vous avez des onglets sur les sites qui sont réservés à ça. Et les échos que j'en ai, c'est que vous les regardez beaucoup et que ça vous intéresse et que le client aussi est intéressé par ça. Et d'ailleurs, dans les appels d'offres, vous avez des questions qui posent sur ces points-là. La question que vous posez déborde le domaine du pur cabinet d'avocat. Quel est le but d'une entreprise? La version la plus extrême, c'est de faire du profit. Enfin, ça va un peu au-delà de cela. Pour un cabinet d'avocat comme pour une autre entreprise, il y a effectivement, il y a d'abord le personnel, il y a les clients, il y a la communauté dans son ensemble. Tout ça, ça fait partie quand même de l'objet et de l'objectif d'une entreprise, d'être un acteur responsable de l'économie. D'abord vis-à-vis de son propre personnel, ça commence avec cela. Comment pouvez-vous attirer du personnel si vous n'avez pas une politique qui soit sociale vis-à-vis de votre personnel? Comment est-ce que vous allez pouvoir vous positionner dans la société et auprès des clients si vous n'avez pas une politique sociale? Et quand je dis sociale, ça veut dire une politique responsable. Et quand je regarde aujourd'hui ce que fait un cabinet comme Clifford Chance, je suis sûr que d'autres font la même chose, on retrouve des choses, comparables à une entreprise commerciale. Par exemple, nous avons près de nos photocopieuses, je ne sais pas, des grands autocollants qui nous disent est-ce que vous avez vraiment besoin d'imprimer ce truc-là? Parce qu'au rythme où ça avance, cette année, nous aurons été responsables de tant d'hectares de forêts détruites, etc. Bon. Deuxièmement, bien sûr, gender equality, ça, c'est de plus en plus un sujet, y compris dans les cabinets d'avocats, parce que le nombre d'associés femmes dans les grands cabinets n'est quand même pas si impressionnant que cela. Par exemple, auprès des Clifford Chance, maintenant, on se fixait comme objectif 30% de femmes minimum associées. Bon. Et un autre point que j'aimerais aussi vous signaler, c'est que les clients, et madame vient de le dire, nous demandent quelle est votre politique. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Combien de personnes avez-vous de religions différentes dans votre cabinet? Quelle est votre politique de diversité? Quelle politique est-ce que vous avez vis-à-vis des femmes qui ont des enfants, etc., etc. Donc, on constate, indépendamment de la volonté nous-mêmes d'agir dans ce sens-là, effectivement une pression ou une attente de la communauté des clients d'agir dans ce sens-là. Si vous décidez que tout cela, ça ne m'intéresse pas, je crois que dans un monde aujourd'hui, vous allez tout simplement être écarté de toute activité généralement quelconque. Je vous donne un autre exemple. Un cabinet comme Clifford Chance, par exemple, a tout un centre de documentation en Inde, où nous avons plusieurs centaines de personnes. Dans les grands cabinets, et là vous vous demandez, mais qu'est-ce que cela signifie? Vous avez beaucoup de document production, beaucoup de choses standards qui doivent être tapées. Il y a une certaine pression de la part des clients qui nous disent, écoutez, vous allez faire produire cela, je ne sais pas, à Londres, au prix de X de l'heure, alors qu'en réalité, toutes les grandes entreprises, toutes les grandes banques font de l'outsourcing. Les grands cabinets font de l'outsourcing également. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, des standard documents sont très souvent produits, sans le nom des clients, bien évidemment, dans des juridictions tierces. Mais alors là, si vous avez le malheur, d'avoir droit à des traitements qui ne seraient pas conformes à certaines règles minimum, vous imaginez les conséquences pour la réputation de l'entreprise. Parce que je dirais la plus grande chose qu'a une entreprise à défendre, une entreprise globale, et son plus grand risque, c'est le risque de réputation. Et le risque de réputation, ça prend très longtemps pour se construire une réputation, elle peut très vite partir. Réputation signifiant qu'il faut des standards de contrôle très stricts, la qualité doit être impeccable, les heures qui sont notées doivent être des heures effectivement prestées, il y a des standards de qualité, il y a des standards de responsabilité sociale, etc. Il y a le standard, bien évidemment, de respect des lois et bien au-delà. Et donc, je constate aussi avec Maître Dieu qu'en réalité, nos règles déontologiques sont
pas seulement scrupuleusement respectée par les cabinets internationaux, bien évidemment aussi par les autres, mais bien souvent on va au-delà, puisqu'on importe les règles américaines et les règles anglaises. Vous faites partie d'un grand réseau international. Bribery, un sujet à Luxembourg, vous posez pourquoi? Mais parce qu'en Angleterre, il y avait une anti-bribery legislation. Bon, ben, très bien, vous vous dites, et alors? Mais alors, quand vous recevez des cadeaux de clients, ça peut être un bribe. Et donc, vous avez l'obligation d'avoir un registre avec tous les cadeaux que vous recevez des clients. Alors, dans le temps, à l'époque de Noël, c'était une belle époque. On recevait des bouteilles de vin, des montres, des pralines, etc. Et ben maintenant, je dois me poser la question. Je regarde dans le Professional Standards Guide ces pralines-là. Est-ce que je dois les noter dans mon bribery register, etc. J'exagère un peu, mais c'est pour vous donner un peu le sens jusqu'où ça va. Parce que vous imaginez qu'un avocat de Clifford Chance ou de Will Kiefer ou d'un autre grand cabinet se fait accuser de bribery. Alors là, la réputation de la firme, vous avez vu dans d'autres grandes firmes qui ne sont pas dans le domaine juridique, un ancien managing partner a été même condamné pour insider dealing, cela a ébranlé la réputation de la firme. Donc voilà, ça c'est le risque de réputation que nous avons. Et donc la responsabilité sociale, la façon dont vous traitez vos clients, la façon dont vous traitez votre personnel, tout cela c'est tout à fait fondamental. C'est une exigence de survie de l'entreprise aujourd'hui. Eh bien, il y a effectivement des raisons historiques. Des raisons historiques. Au XIXe siècle et bien avant, l'Angleterre avait quand même un certain poids mondial. Et donc, pardon, la France aussi. Mais là, le droit était peut-être moins important à cette époque, ou en tout cas était un peu différent. Exactement. Et ils n'ont pas transformé l'essai. Exactement. Je dirais, il y a cette raison. La Belgique était un poil. Ah, tout à fait. Donc il y a d'abord effectivement la présence, mais surtout une puissance commerciale. Et c'est ça, je crois, que le grand point. L'Angleterre était une puissance internationale commerciale. Et donc avec le commerce vient le droit commercial. Deuxièmement, les Anglais sont des gens, et les Américains bien évidemment aussi, très pragmatiques et très pratiques. C'est un droit vraiment adapté aux affaires et facilement adaptable aux affaires. C'est pas nécessairement toujours le cas, je pense, de notre bon vieux Code civil qui régit toujours, je dirais, nos systèmes actuels et qui a su s'adapter. Mais curieusement, le droit anglo-saxon prédate de loin le Code civil, mais a su s'adapter peut-être un peu plus facilement. Ça, c'est, je pense, une première raison. Une deuxième raison, parce que je pense aussi que les grands cabinets anglais ont très tôt pu s'implanter dans différents pays. Ils ont poursuivi une politique de l'internationalisation avant les autres. Par exemple, Clifford Chance, déjà dans les années 70, était présent à Abu Dhabi, respectivement à Dubaï. Évidemment, d'autres cabinets ont rejoint, mais bien plus tard. Pourquoi? Mais parce que les cabinets anglo-saxons, justement, avaient déjà une espèce de footprint dans le marché. Donc, ils ont prévu cette, je pense, mondialisation peut-être bien avant les autres. Troisièmement, il y a aussi, je dois dire, bien sûr, la taille, le sens pratique des connaissances. C'est tout à fait fondamental. Il y a bien sûr le droit anglais qui joue pour beaucoup. Toutes les grandes transactions internationales sont souvent régies par le droit anglais ou le droit américain. Et quatrièmement, l'Europe est malheureusement un peu fragmentée. D'ailleurs, on se pose la question, l'Europe, qu'est-ce que c'est le droit européen? Oui, je veux bien, mais quand vous avez un contrat de crédit, il n'est pas régi par le droit européen, mais il est régi par le droit belge, le droit français, voilà. Donc il n'y a pas vraiment de droit européen des contrats. Il y a bien évidemment un droit international privé des contrats. Il y a bien sûr aussi un droit européen des contrats dans certains domaines spécifiques.
mais ont un droit qui est, comment dire, un objectif d'universalité, comme a pu avoir le droit anglais. Et ça, c'est un peu, je dirais, dommage. En sorte que nous nous retrouvons avec des systèmes juridiques différents, ce qui est bien évidemment excellent pour nous, conseil juridique, parce que vous avez une banque luxembourgeoise qui va vendre des fonds suisses en Belgique et qui va faire en même temps une IPO en Espagne. Alors vous avez, c'est la joie des avocats, bien évidemment. Ensuite, un autre phénomène que je constate au niveau de la globalisation, c'est que pour un certain type d'affaires, j'aurais des difficultés à envisager qu'un cabinet non global puisse les traiter. Parce que pour certains types d'affaires très internationales, vous avez, à mon sens, tout simplement besoin de compétences transfrontalières, ne serait-ce que par l'envergure. Vous avez une grande entreprise, par exemple, qui est présente dans 20 pays et qui va être acquise par une maison de private equity. Alors, première chose, la maison de private equity va faire ce qu'on appelle une due diligence. Donc, une diligence va examiner l'entreprise. Une entreprise qui se trouve dans 20 pays avec des opérations extrêmement complexes, si vous voulez, comme est nommé, 20 cabinets locaux pour regarder les 20 filiales de cette entreprise, ça va être compliqué. Alors, le plus simple, vous allez voir une entreprise globale, vous avez une personne de contact qui va gérer le tout, single point of contact, bon, ça c'est évidemment les choses que vendent les grands cabinets, et à lui de se débrouiller pour que tout cela, ça marche. Donc il y a un énorme travail de coordination également à faire, qui peut être difficilement fait au sein d'une structure locale. Ce n'est pas possible, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que dans certains pays, on ne va pas nommer un cabinet local parce qu'il est spécialisé. Mais pour tout le travail de coordination, ça va être beaucoup plus dur. Voilà, ça, ce ne sont que quelques raisons pour lesquelles. Ce qui ne veut pas dire que les autres cabinets, qui ne sont pas des global law firms, ce n'est pas toutes les qualités requises pour faire le travail en question, bien au contraire. Même si je fais partie d'un cabinet international, je ne suis pas convaincu que ce soit le seul modèle ou que ce soit même le meilleur du tout. Je crois qu'il y a une coexistence entre les cabinets locaux de grande compétence et les cabinets internationaux qui est tout à fait complémentaire. Je n'ai aucun doute que ceci va continuer. Et contrairement à une croyance qu'on avait peut-être il y a quelques années, les globales ne vont pas manger les autres, bien au contraire. Il y a peut-être une raison, en tout cas pour la France, c'est qu'il y avait pas, les avocats n'avaient pas le droit de s'associer jusque dans les années 70. Donc les avocats étaient des solo practitioners et pour aller s'implanter à l'étranger, il faut quand même des moyens, alors que les Anglais traditionnellement étaient déjà structurés avec une vision du monde, comme on vient de vous l'expliquer, c'est très vrai, une vision du monde et du monde des affaires en particulier, qui faisait que c'était plus naturel d'investir, et d'investir sur plusieurs années, sur le long terme, etc. C'est ce qui s'est passé en France, notamment avec les Anglais, qui étaient là bien avant les Américains, en tout cas sur la durée. Et de fait, les Français ont eu l'autorisation de s'associer que relativement récemment. Mais là, c'est une philosophie de développement qui est différente. Et il fallait déjà structurer sur le marché national. Et on voit que, en termes justement de philosophie de développement, les cabinets français ont du mal à se pérenniser. Je crois que vous avez le même problème en Belgique, en tout cas pour une partie d'entre cabinets. Et investir sur le long terme sur des marchés étrangers, ça coûte cher. Voilà. Et donc, ça freine. Je voudrais rajouter quelque chose aux deux préopinants, comme on dit, et particulièrement à ce que Maître Kremer, dont je rejoins parfaitement l'argumentaire. Je pense que les bourses de New York et de Londres, autour desquelles ont gravité pour l'essentiel la confection de produits mobiliers, de produits financiers, sont aussi à l'origine du succès des firmes anglo-saxonnes. Il va de soi qu'autour de New York et autour de Londres, pendant 75 ans, se sont créés le meilleur et le pire, y compris des produits dérivés un peu compliqués qui sont à l'origine de la crise de 2008, mais c'est un autre sujet. Mais elles ont joué un rôle fondamental d'abord dans l'économie tout court, dans la financiarisation de notre économie. Et donc les firmes, et il y en a peu, qui ont ce savoir-faire, sont évidemment leaders sur le marché. Ceux qui sont capables de créer ces produits pour des banques d'affaires elles-mêmes dominantes, et il n'y en a pas beaucoup, à partir de là, ont mené la danse pendant des dizaines d'années. Et aujourd'hui, cette finance se déplace vers Hong Kong, vers Singapour, vers Shanghai, vers Dubaï, mais en anglais.
en anglais, c'est pas en allemand, c'est pas en français. Et donc, l'histoire continue. Il y a là, et ça participe, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, de la globalisation. Donc, il y a une capacité, d'une part, d'appréhender tout ce savoir-faire, puis de le répandre ensuite là où les marchés évoluent. Mais pour répondre aussi à votre question, donc ça semble un facteur historique fort, il y a un aspect culturel. Tous ceux qui ont de près ou de loin fréquenté les cultures anglo-saxonnes sont frappés par une manière d'organiser ces firmes, le drive, comme on dit, la culture d'entreprise. Regardez en Allemagne la difficulté du marché à se structurer. Des grandes firmes allemandes, il n'y en a pas tellement, sauf celles qui ont été prises d'assaut par des anglo-saxons qui ont organisé le marché. Même chose en Belgique. Prenez le cas de Cleary Gottlieb, qui est un cabinet américain, bien installé aux États-Unis, qui vient, il y a quelques dizaines d'années, ouvrir une antenne en Belgique. Mais c'est un cabinet belge en Belgique. Cleary Gottlieb est un des meilleurs cabinets belges en régulatory. Ce sont des gens qui font tous les textes, ou beaucoup de textes pour le gouvernement en matière financière. Pas parce qu'ils sont meilleurs que les juristes belges, d'abord. Ils ont des juristes belges. Ce sont des juristes belges qui travaillent, mais ils ont été capables de structurer leur entreprise, d'offrir des produits, et dans une culture que nous n'avions pas encore et qui commence petit à petit à percoler sous l'effort à la fois de sociétés spécialisées qui aident les cabinets à se structurer, par les échanges aussi. Il y a des gens qui rentrent dans les globales et qui les quittent. Maître Kremer est rentré dans une globale étant anciennement dans une société, dans un cabinet local. Peut-être qu'il va revenir. Il va peut-être ouvrir un cabinet de niche quand on lui dira qu'à 55 ans, c'est terminé pour lui. Et donc, à ce moment-là, je l'appellerai pour m'associer avec lui et pour bénéficier de sa base de données qui doit être extraordinaire. Une petite... excusez-moi. Benoît Friedman, une question. Oui, ma question s'adresse à tous les trois et peut-être d'abord à Madame Barche pour vous proposer de vous livrer au difficile exercice de vous projeter dans l'avenir. Parce que, bon, on voit des cabinets globaux sur un marché global de services juridiques. L'idée générale en dehors du secteur du droit, c'est quand même la concentration avec des structures qui deviennent de plus en plus importantes et alors on a quelques gros leaders de marché. Vous avez vous-même évoqué à plusieurs reprises les Big Four dans le secteur de l'audit. Où on en est pour le moment dans le secteur des cabinets d'avocats? Alors bien sûr, on parle d'un certain nombre de grands noms américains ou anglais du Magic Circle, etc. Mais mon intuition, dites-moi ce qu'il en est, c'est qu'on est quand même, c'est des géants, mais on va dire c'est des petits géants encore, hein, par rapport à la taille du monde ou par la taille du marché. On a encore un marché qui est un secteur qui est relativement éclaté. Oui. Alors, moi, ma question, elle est simple par rapport à ça. Est-ce que, si on se place dans une sorte de logique de l'évolution du capitalisme, est-ce que pour une raison X, Y, apparition de supermarchés du droit, le monde du capital et de la bourse qui commence à sérieusement s'occuper de ce secteur, ce qui n'a pas encore été véritablement le cas, rationalisation, restructuration à la suite de crise, est-ce que vous imaginez, en pure science-fiction, qu'on pourrait aller vers de vrais géants, cabinets géants, ou au contraire, est-ce que vous voyez des raisons pour lesquelles finalement la situation actuelle, qui est une situation qui n'est pas tout à fait ordinaire sur le plan économique, pourrait se maintenir à moyen et à long terme? Alors je dirais que le marché en ce moment est à une période de vraiment transition et que l'on voit émerger toutes sortes de structure de combinaison même. On a évoqué tout à l'heure Mallesons, King & Wood, Mallesons, S.G. Berwin. Voilà, on a déjà les noms, mais c'est vrai aussi de Norton Rose, Fulbright par exemple, qui est alors pour le coup un réseau de cabinets qui s'organisent, Baker McKenzie et autres. Il y aura probablement quelques géants. Maintenant, reste à voir les géants, puisque quand on voit le nombre de... Pour Baker, par exemple, ou pour même Clifford, hein, on est déjà sur des échelles que le marché n'a jamais connues auparavant.
Maintenant, il n'y aura pas nécessairement, et il y a cette course en ce moment, on voit bien, cette recherche de structuration, d'agglomération, de combinaisons qui sont tout à fait nouvelles. Maintenant, il faut voir effectivement dans les 5 à 10 ans, parce que ça va aller assez vite, qui va survivre. Parce que le challenge, et mes confrères sur cette table l'ont dit, le challenge, c'est aussi la qualité. Arriver à maintenir cette culture dont on parlait à ma droite tout à l'heure, la qualité, le knowledge qu'on parlait à ma gauche. Plus on est gros, plus c'est difficile. Une culture sur 50 pays, 80 bureaux, etc., c'est extrêmement difficile, même si la technologie aide énormément aujourd'hui. Mais le marché est vraiment en structuration. Donc, il y aura des grands acteurs. Maintenant, vous dire il y aura une multinationale ou une L'Oréal du droit, moi, j'y crois pas. Juste la réponse. Ah, vous voulez compléter peut-être? Rejoignant votre question à la vôtre et rebondissant sur ce que disait Madame, je suis absolument de votre avis. Il y aura certains, à mon sens, grands cabinets internationaux. Il y en aura peut-être plus qu'il y en a actuellement. Je ne suis pas nécessairement convaincu que ces cabinets seront plus grands que les cabinets actuels. C'est un monde très éparpillé. Quand vous regardez le chiffre d'affaires des plus grands cabinets mondiaux, Clifford Chance sont des chiffres publics, vous avez un chiffre d'affaires mondial de 1,2 et des poussières milliards de livres sterling. Bon, ce sont évidemment des chiffres impressionnants, mais si vous comparez ça aux chiffres des Big Four, c'est relativement petit. Si vous comparez ça aux chiffres des banques d'affaires, c'est carrément une souris. Bon, c'est évidemment beaucoup, mais est-ce que dans 5 ans, les chiffres d'affaires de ces cabinets, ça va être de 2 milliards, de 3, de 5 ou de 10 ? Je ne crois pas non plus. Parce que c'est quand même assez compliqué, un cabinet d'avocats avec des systèmes juridiques différents. Et en plus, ma foi, le monde est assez concurrentiel. Est-ce qu'il y a de la place pour 25 cabinets internationaux différents? Je ne suis pas nécessairement convaincu. Je suis en revanche absolument convaincu, et je crois en l'innovation, que la qualité, en fin de compte, prédomine toujours, qu'il y a des avocats extrêmement compétents qui, pour des raisons diverses et variées, ne souhaitent pas rejoindre les Big Four, mais qui vont construire une pratique de niche, et donc, y compris les jeunes qui sortent de cabinet ou qui se lancent tout de suite. Et ça, à mon avis, c'est un phénomène qui va, j'en suis convaincu, absolument continuer. C'est aussi un domaine innovateur, et donc je vois certainement de la place pour des cabinets indépendants que je constate avec ceux que je travaille, qui ont une qualité tout à fait excellente. Et comme je disais, certaines personnes ne souhaitent tout simplement pas travailler dans des global law firms pour des raisons diverses et variées. Parce qu'évidemment, il y a certaines contraintes. Nous avons parlé de tous les avantages, tout ce que cela permet de faire, c'est évident. Mais bon, il y a évidemment des contraintes. Le concept de profession libérale, ma foi, dans les global law firms, est quand même relativement relative. Elle est beaucoup plus accentuée. On aime être son propre patron, on veut une certaine indépendance. On ne veut pas se faire dire par le centre ce que vous avez à faire. Je schématise un peu. Bien évidemment, ce sont des questions que les personnes se posent. On n'en a pas vraiment parlé, mais enfin, quelles sont les contraintes? Évidemment, vous avez des contraintes financières, vous avez des contraintes budgétaires. Ces cabinets sont gérés comme des entreprises. Ce sont des entreprises. Chaque avocat n'a pas une volonté de travailler en entreprise. Donc, pour répondre à votre question, je vois plutôt le chiffre d'affaires. D'ailleurs, quand vous regardez le nombre de personnes, le personnel de ces entreprises, enfin de ces cabinets d'avocats plutôt, n'a pas vraiment augmenté de façon exponentielle ces dernières années. Ça a augmenté, je me rappelle, jusqu'en 2007-2008, 15-20% de personnel plus tous les ans. Paf, la crise financière est arrivée, stop et net. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons plus travaillé, bien au contraire. Nous faisons aujourd'hui presque plus, ou en tout cas le même chiffre d'affaires, avec moins de personnes. Parce que, comment? Tout simplement, une meilleure organisation, une meilleure production. Il y a beaucoup en matière de knowledge management, gestion des transactions.
outsourcing de certaines tâches, etc., etc. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça fonctionne comme ça aussi auprès des cabinets d'avocats. Voilà. Donc, conclusion, les très grands acteurs qui étaient les grands acteurs il y a quelques années le sont restés, sans augmenter leur chiffre d'affaires de façon exponentielle. D'autres ont rejoint. Il y a bien sûr des challenges. Par exemple, challenge on pricing. Vous voyez les taux horaires des cabinets d'avocats. Bon, le commun des mortels se pose des questions. Est-ce que ces taux horaires vont augmenter tous les ans de 10 ou de 15 ou de 20%? Je ne suis pas convaincu non plus. Est-ce que les entreprises sont prêtes à payer, à continuer à payer ces honoraires-là? On parle de plus en plus d'alternative pricing arrangement, à savoir, l'avocat, vous savez, la blague habituelle avec le nombre d'heures, etc. C'est de plus en plus, on s'en éloigne. Les clients veulent des fee arrangements, veulent des discounts, etc., etc. Donc, il y a aussi une certaine pression sur la profession. Ce qui veut dire que construire un grand cabinet international qui va décoller, ce n'est pas chose si facile. Alors, si la question est l'économie va se démondialiser, je n'ai pas de réponse, je vais laisser les philosophes et les autres répondre. Je ne pense pas qu'on aura moins de globalisation dans les années qui viennent. Si la question est le salut d'un cabinet international passe uniquement par les global law firms, je réponds non. Et vous avez employé pour la première fois ce soir le mot indépendant. Le mot n'avait pas encore été prononcé ce soir. C'est aussi du marketing, comme dirait Xavier Dieu, mais je pense que c'est une voie. Je pense que c'est une voie intéressante. Beaucoup de cabinets se positionnent dans l'indépendance. On va voir les vertus de l'indépendance immédiatement. Et personnellement, moi, je crois beaucoup au réseau, aux multiples réseaux, pas au réseau unique d'un réseau de firmes qui va dans le monde entier, mais on peut avoir un réseau sur un continent, un micro-réseau dans quelques pays d'Europe. Je pense que ça correspond beaucoup à la mentalité actuelle, à la manière dont les jeunes se connectent. On n'a pas besoin nécessairement... On peut parler d'ailleurs du phénomène du cabinet virtuel. Je n'y crois pas au niveau international, mais c'est peut-être un de vos sujets d'un prochain panel. Je n'en sais rien. Mais le cabinet virtuel, c'est le cabinet réduit à sa plus simple expression. Plus besoin de bureau. Les associés peuvent être même dans 5 communes de la même ville ou dans 5 villes de Belgique et partagent des banques de données, se donnent rendez-vous dans une salle de réunion aux clients, etc. Ça, c'est la tendance la plus minimaliste. La maximaliste, c'est ce dont on a parlé pendant 1 heure. Donc, sur l'indépendance et les réseaux, paradoxe, j'ai fait longtemps partie d'un réseau international semi-intégré. Je suis persuadé, et je le vis tous les jours, que j'ai perdu énormément de clients. Pourquoi? Parce que j'étais lié à une firme anglaise et depuis que je n'en fais plus partie, j'ai beaucoup plus de clients américains. C'est aussi simple que ça, parce que l'indépendance, particulièrement aux États-Unis, est perçue comme une qualité première de l'avocat. S'il est réellement sur son marché fort et capable, dans l'indépendance qui le caractérise, de fournir un service de qualité, évidemment avec des connexions, je suis persuadé que c'est une des manières d'avenir. Et je pense qu'un cabinet, pour parler un peu de notre marché, comme Lidkerk, se positionne comme le premier cabinet belge indépendant et en tire toute sa force. Ils sont les meilleurs juristes de Belgique, mais ils sont restés farouchement indépendants, devenant extrêmement attractifs pour attirer du boulot, tant d'Angleterre. Je les croise beaucoup en Afrique, au Katanga ou ailleurs. Donc, sur l'indépendance, je pense que c'est une alternative, son marché local, mais à condition d'avoir des réseaux. Et personnellement, je crois fortement à cette idée de réseaux qui ne doivent même pas être visibles. Il n'est même pas nécessaire que ce soit visible. Vous pouvez avoir des connexions avec un cabinet brésilien, indien. Subitement, un client vous dit « j'ai une acquisition au Brésil ». Un coup de fil, il est dans un des meilleurs cabinets à Rio. Alors, ça n'a pas le même effet que la Global Law Firm, où ça sera la même politique de prix, ça sera one stop shopping, une seule facture, une seule proposition pour les honoraires. C'est autre chose. Mais je pense quand même qu'il y a moyen de plus que s'en sortir de cette manière-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. 2 questions.
quinzaine d'avocats, mais ce n'est pas un bureau intégré, c'est plutôt ce qu'on appelle une association de frères. Nous avons parlé de la globalisation des bureaux d'affaires qui est liée à la globalisation du marché des affaires. Nous assistons bien sûr à une autre globalisation qui est celle des mouvements sociaux, qui est celle du marchand, des organisations non gouvernementales, donc qui se regroupent afin de défendre certaines causes. Je ferai une analogie au niveau européen seulement. Par exemple, plusieurs organisations se sont regroupées dernièrement afin d'essayer d'interdire la pêche en eau profonde, donc le chalutage en eau profonde. Donc voilà, ce sont des réseaux qui se construisent au point de vue marchand. Avez-vous connaissance de stratégies de bureaux d'avocats qui ont vocation à défendre ces organisations? Et donc, étant donné que ces mouvements deviennent globaux, avez-vous des connaissances de stratégies globales de bureaux d'avocats qui s'intéresseraient à ces matières? Je vais vous dire, à partir du moment où il y a des clients, il y a des avocats. Donc ça paraît... Donc il y en aura. Les clients se battent. Oui, les clients se battent. Et on est dans un domaine où l'honoraire n'est pas généralement sans limite. Oui, mais on parlait tout à l'heure du pro bono et de la Voilà. RSE. Là, ça peut rentrer. Non, mais c'est vrai, ça peut rentrer tout à fait Absolument. dans ce type de démarche. Oui, et ça existe déjà, bien sûr. Nous faisons beaucoup de droit public. Un des domaines, par exemple, c'est le droit de la concurrence. Là, évidemment, il n'y a pas une opération de fusion-acquisition sans droit de la concurrence. Pardon ? Oui, tout à fait. Tout ce qui est ce qu'on appelle le regulatory, alors là, le regulatory prend une propension de plus en plus importante. Toute la réglementation européenne qui nous... comme un rouleau compresseur se montre, ça, je dois dire, c'est entre guillemets une opportunité pour les cabinets d'avocats parce que même les banques ne s'en sortent presque plus et les cabinets d'avocats le font, mais avec des spécialisations et des sous-spécialisations. Parce que ça, je le constate aussi, la complexité des règles devient croissante. Avant, je m'imaginais, l'avocat, c'est quelqu'un qui sait résoudre tous les problèmes juridiques. Après, je me suis dit, l'avocat en droit financier, il sait résoudre tous les problèmes financiers. Ce n'est pas vrai non plus. Maintenant, nous avons des sous-spécialisations de ceux qui font des transactions et ceux qui font des regulatory. Et je pensais, voilà, on se spécialise en regulatory. Tout ça, c'est fini. Maintenant, on ne se spécialise plus en matière de regulatory, mais il y a le spécialiste de émir, par exemple. Émir, ce n'est pas l'émir du Qatar, mais... voilà, ça pourrait l'être, mais c'est la Market Infrastructure Regulation, donc toute la réglementation des produits dérivés en Europe. Vous avez des personnes, c'est tellement compliqué, qui sont spécialisées là-dessus. Donc, en d'autres termes, et tout ça, c'est du droit, entre guillemets, public, si vous voulez. Donc ça, je le constate aussi, une complexité croissante des affaires qui exige une surspécialisation sur certains domaines et même là, vous n'avez pas l'impression de tout connaître. Ça, c'est un avantage, je dois dire, des grands cabinets internationaux, bien évidemment, parce que souvent, on vous pose des questions, on se dit, oh là là, alors là, ça va me prendre des journées pour résoudre cela, mais j'appelle un confrère en Angleterre qui ne fait que ça. Voilà, il saura tout de suite me donner des précédents et ce sera vite réglé. Donc ça aussi, c'est évidemment un aspect. Mais pour répondre plus spécifiquement à votre question, le droit public économique est absolument fondamental dans les cabinets d'affaires, surtout internationaux, et difficilement gérable si vous n'avez pas, je dirais, un réseau, soit une global law firm ou bien un réseau, parce que vous avez des réseaux qui sont des best friends ou autres, et je crois tout à fait comme vous au réseau, vous avez besoin d'un réseau, sauf si vous faites évidemment du droit du contentieux local, du droit de la construction. Enfin, tout ça, ce sont des droits qui sont... Et encore, même le droit de la construction s'internationalise. Enfin bref, pour vous dire que le droit public prend une place absolument fondamentale dans les global law firms et dans les autres cabinets. Messieurs. Moi, j'aurais, si vous me permettez, trois questions.
Ah, ça c'est beaucoup. Complémentaire. Première chose, vous dites au fond, il y a une spécialisation qui s'opère en termes de distribution des tâches au sein du cabinet. Et vous avez mentionné tout à l'heure l'outsourcing. Alors, la question sur l'outsourcing est la suivante. Jusqu'où on peut faire de l'outsourcing plutôt, j'ai une idée de jusqu'où on peut aller. Ça n'a pas de limite, mais jusqu'où est-ce qu'on pratique l'outsourcing déjà actuellement? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait seulement, on transfère la gestion des contrats standards, ou est-ce qu'on transfère également éventuellement la rédaction d'une première consultation? Enfin, jusqu'où est-ce que ça se pratique? Est-ce que, pas spécialement dans votre cabinet, mais dans ce que vous avez pu entendre de collègues, je pense que c'est une question qui est importante, parce que l'outsourcing paraît quelque chose qui, à la base, serait étranger au monde du droit et spécialement au monde des avocats. Deuxième question, c'est de savoir, dans de plus en plus de concurrence, du coup, recherche de nouveaux marchés, et donc, développement de nouveaux métiers, qui est un peu le titre de notre séminaire. Est-ce que, réellement, on voit se constituer au sein des cabinets de nouveaux métiers, éventuellement intégrant des personnes avec d'autres types de formations? On peut penser à des ingénieurs dans le cadre de la gestion des connaissances, ou dans tout ce qui est organisation de logiciels de compliance et autres. Il y a quand même une collaboration qui doit s'organiser à un moment donné. Donc, est-ce qu'il y a des nouveaux marchés, des nouveaux marchés et des nouveaux métiers qui naissent du fait de la globalisation? Et dernière question, plus philosophique. Quel est à votre sens les conséquences, s'il y en a, de cette internationalisation de la pratique du droit pour le droit lui-même, s'il y en a? Voilà. Je vais vous répondre très très rapidement sur les deux premières. La troisième, je ne m'y risquerai même pas. La première, l'outsourcing, tout ce qui est documentation, e-discovery pour tous les contentieux, traduction, contrat standard. La deuxième, c'était quoi déjà? Ah oui, les nouveaux métiers. Les nouveaux métiers, oui. On a parlé tout à l'heure de tout ce qui était knowledge manager, community manager, ça émerge aussi. Directeur des ventes, c'est en train de venir, alors pas nécessairement encore en Continental Europe, mais au Canada, en Australie, vous avez des directeurs des ventes, des directeurs commerciaux qui rentrent dans les cabinets. Le marketeur, il y a 10 ans, il n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un des postes clés du développement du cabinet. Des ingénieurs, oui. À partir du moment où les cabinets sont de plus en plus amenés à travailler en mode projet, vous avez des chefs de projet. Et donc, on parlait de réseau, on crée aussi des réseaux en interne. Voilà, la troisième, je vous la laisse. Merci. Tout à fait d'accord pour la première et la deuxième d'ailleurs aussi. Outsourcing de tâches relativement standards, rédaction effectivement commodity. Voilà, ça c'est clair. Je vous donne un exemple. Une émission de programme EMTM, Medium Term Notes. Bon. Vous avez une espèce de template plus ou moins. Ça peut être produit par des personnes qui sont des professional support lawyers ou bien des avocats qui produisent ces documents. Ça, c'est un premier projet, mais sur lequel, évidemment, il faut faire un travail d'adaptation important. Outsourcing de tout ce qui est, par exemple, IT, bien évidemment. De tout ce qui est, par exemple, comme les autres entreprises. Au niveau de la gestion du personnel, il y a le payroll et des choses comme ça. Pas nécessairement besoin de faire ça en Belgique, mais évidemment, la gestion du personnel, l'aspect interhumain, vous ne pouvez pas faire d'outsourcing. Tout ce qui est processes peut être outsourced. Tout ce qui est, par exemple, financier, le budget. Les grands cabinets font des budgets. Ben voilà, pas besoin de faire les budgets, c'est relativement simple. Un budget, vous avez le nombre d'heures multiplié par, etc. Les targets, bon, j'exagère un peu, mais enfin, tout ça, ça peut être fait ailleurs que dans le pays dans lequel se pratique. Voilà, évidemment, ça n'a de l'intérêt, ça outsourcing que pour les très grandes firmes. Un cabinet local ne va pas faire un outsourcing en Inde, voilà, évidemment, parce qu'il y a des coûts qui sont associés. Il y a des coûts qui sont associés, il y a des risques qui sont associés. Parce qu'évidemment, on voit aujourd'hui que certains ont fait du outsourcing, maintenant qu'ils commencent à refaire du insourcing, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas une... Donc,
je ne pense pas que la outsourcing soit un modèle d'avenir qui va s'accentuer. Je ne suis pas du tout convaincu par cela. Je crois au contraire que les procédures vont devenir de plus en plus efficaces et qu'il y aura de nouveau plus de insourcing. Ça, à mon avis, on va la voir par la suite. Les nouveaux métiers. Écoutez, le cabinet avant, quand je regarde les juristes au sein des banques, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, c'était un poste de coût au sein des banques. Le juriste, bon, c'était peut-être pas la personne la plus, disons, importante au sein d'une entreprise. Je crois que les choses ont bien changé, et notamment dans le domaine bancaire, où vous voyez que les factures des banques et tous les litiges et les accords que concluent les banques à cause de pratiques diverses et variées, vous avez vu les montants, et de tout ce qui est compliance, une compliance culture, qui manifestement a fait défaut, qui commence à venir au devant de la scène. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de juristes qui deviennent maintenant patrons de grandes banques d'affaires ou banques internationales, de plus en plus, tout simplement parce que le droit est au centre de tout. Et tous ceux qui sont ici, je pense que vous avez certainement fait les bonnes études, parce que c'est vrai, c'est un monde de plus en plus juridique, il y a de plus en plus de règles, il y a de plus en plus de complexité, il y a de plus en plus de besoins, et aussi, il y a de plus en plus de débouchés. Parce que les nouveaux métiers de l'avocat, c'est quoi? Il y en a tout un ensemble. Pour ma part, je vois ce que l'avocat pour les grandes entreprises peut devenir de plus en plus ce qu'on appelle un strategic advisor. Les Anglais utilisent le concept de boardroom advisor ou bien de grey hair firms. Bon, ce sont celles qui... voilà, tout ça, ce sont des concepts. Ça veut dire quoi? Ce sont des personnes qui ont une expertise particulière et qui peuvent conseiller, y compris d'un point de vue stratégique, les différentes entreprises. Et d'ailleurs, je le vois de plus en plus. Une banque vient vous voir, pas seulement regardez-moi ce contrat, mais écoutez, quelles sont les dynamiques sur ce marché-là? Quelles sont les opportunités que vous voyez sur ce marché-là? Comment voyez-vous l'évolution des affaires sur ce marché? Quelles sont les nouvelles tendances que vous percevez? Voilà, ça, et vous êtes amené à de plus en plus devenir une espèce de conseiller et qui va bien au-delà du droit. Et d'ailleurs, les grands cabinets ont ce qu'on appelle le sector focus de plus en plus. Ça veut dire les avocats sont éduqués pour, respectivement, doivent se spécialiser dans des secteurs. Et quand je suis, par exemple, dans le secteur banks, eh bien, je dois savoir comment fonctionne une banque. Je dois connaître la dynamique de la banque. Je dois connaître la stratégie de la banque. Je dois, et contrairement à ce que l'on croit, je dois pouvoir lire et analyser les chiffres. En tout cas, en droit des affaires, ça je peux vous le dire, beaucoup ont choisi le droit parce qu'ils n'aiment pas les chiffres. Eh bien, je vous conseille de vous intéresser aux chiffres, parce que vous allez en voir des chiffres quand vous serez, pas seulement les chiffres de vos honoraires, mais les chiffres de vos clients qui vous balancent une formule, et puis maintenant vous devez écrire un contrat autour de ça. Vous avez intérêt à vous y intéresser. Donc de plus en plus, je vois cela comme évolution. Des métiers qui vont au-delà du droit, qui vont dans le stratégique. Et pourquoi pas, on ne sait jamais, il y a les business consultants, les McKinsey et tout cela. Bon ben voilà, c'est intéressant. Question, est-ce que l'avocat un jour va peut-être s'intéresser à ce domaine-là? On voit parfois les présentations qu'ils font sur les dynamiques de marché. En tant qu'avocat, vous voyez beaucoup de dynamiques de marché. Quand vous avez conseillé, je ne sais pas, 25 clients sur une implantation dans une juridiction déterminée, ils vous expliquent pourquoi ils le font. Ils vous expliquent, voilà, vous voyez ce qu'ils font. Donc vous commencez à connaître l'industrie. Et donc le sector focus, nous avons des secteurs, par exemple, automotives. Il y a des avocats qui sont dans le secteur, qui connaissent toute l'industrie automobile. Voilà. Et bien, ce sont ceux-là que les grandes entreprises automobiles vont voir. Bon. Donc, parlons de métiers alternatifs. Tout ce qui est consultance, est-ce qu'il y aurait peut-être un jour une certaine convergence entre la consultance et le droit pur? C'est à voir. Ce sont McKinsey, oui, voilà, bon, ça me paraît peu probable. Enfin bon, il y a effectivement des réflexions à avoir. Comme l'heure de clôture approche, je vais aller aussi vite. Sur l'outsourcing, je pense toujours à mon ami partenaire chez McKinsey, dont la secrétaire est en Pologne. Il ne l'a jamais vu. C'est une forme d'outsourcing qui m'a toujours... Alors vous me direz que c'est une tâche différente d'une tâche juridique, intellectuelle, mais c'est vrai que la différence de coût entre l'heure du partenaire à Londres et l'heure du juriste qui partage la même culture de common law en Inde est évidemment un facteur de 1 à 5 ou à 10. Et si
ça se fait dans des respects de règles éthiques qui ont été rappelés tout à l'heure. Pourquoi pas, puisque ça ouvre en effet, même dans notre domaine juridique, des potentialités pour d'autres que nous dans d'autres continents. Concernant la question sur les métiers, je répondrai plutôt sur le marché d'abord. Je pense qu'il y a un marché qui est en pleine explosion, c'est le marché africain. Et on aurait tort de ne pas le regarder d'assez près. Les taux de croissance de 5 à 10%, enfin entre 5 et 10%, de manière soutenue, avec moins de problèmes. Il y en a encore énormément, mais moins de problèmes politiques que par le passé, montrent certainement voilà, des risques assurables, des bourses naissantes, des levées de fonds au Nigeria et ailleurs. Il y a là un marché en tout cas, naissant. Et enfin, sur la dernière question plus philosophique, mais je vais la lier à la réponse à ma deuxième question. Est-ce qu'il y a une incidence sur le droit ? Moi, je vois l'exemple de l'OHADA, donc les 17 pays de la zone franc CFA ont adopté le même droit depuis 20 ans, exactement le même droit commercial, droit des sociétés, droit de l'arbitrage, droit de la faillite, récupération de créances, etc. Exactement le même droit. Et maintenant, viennent les nouveaux actes à adopter. Et il y a une phosphorescence phénoménale de savoir quel droit. Un petit peu de common law, évidemment du droit romano-germanique, les principes unidroits. Marcel Fontaine, notamment, est à la manœuvre dans le droit des contrats. C'est purement passionnant parce que c'est un vrai laboratoire de création d'un nouveau droit, évidemment très français à l'origine, mais qui ne peut pas se passer de s'adapter au marché des capitaux, etc. Et donc il y a là réellement une création presque venant de rien,